Pour ceux d'entre nous qui ont grandi dans les années 60, 70 et 80, les noms de Michael Jackson et Diana Ross ne sont pas seulement synonymes de musique, mais d'une époque entière, d'un sentiment, d'une révolution culturelle. Les platines vinyles dans les salons, les radios portatives diffusant I Want You Back ou No Mountain High Enough, les danses improvisées lors des soirées d'été ou ces souvenirs sont gravés dans nos mémoires comme des instantanés d'une jeunesse vibrante. Motown, ce label légendaire de Détroit, n'était pas qu'une maison de disques. C'était une force qui a donné une voix aux artistes afro-américains, défiant les barrières raciales et sociales pour faire danser le monde entier. À 40 ans et plus, nous portons ces moments avec une tendresse particulière, comprenant que la musique n'était pas seulement un fond sonore, mais une façon de naviguer les joies et les luttes d'une époque tumultueuse. Au cœur de cette histoire se trouve une relation unique, celle entre Michael Jackson et Diana Ross, un lien qui transcende les étiquettes d'amitié, de mentorat ou d'amour. Ce n'était ni une romance de tabloïd ni un simple partenariat professionnel, mais une connexion profonde, complexe, tissée de silence, d'admiration et d'une vulnérabilité partagée. Pour une génération qui a appris avec l'âge que les relations humaines défient souvent les définitions, leur histoire est un miroir de nos propres expériences, celle des amours non dits, des rêves inachevés et des liens qui perdurent malgré le temps. En 1969, le monde était un kaléidoscope de changements. Les Beatles régnaient encore sur les charts, Woodstock marquait l'apogée de la contre-culture, et les mouvements pour les droits civiques secouaient l'Amérique. Motown, sous la direction visionnaire de Berry Gordy, transformait la musique populaire, faisant de Détroit le cœur battant de la soul. C'est dans ce contexte qu'un garçon de 9 ans, Michael Jackson, entre en scène. Originaire de Gary, Indiana, il est le plus jeune membre des Jackson 5, un groupe familial au talent brut, tout juste signé par Motown. Avec sa voix cristalline et son charisme naissant, Michael captivait déjà, mais il portait aussi le poids d'une enfance sous pression, poussé par un père exigeant, Joseph Jackson, dont la discipline rigide laissait peu de place à la douceur. Diana Ross, alors âgée de 25 ans, était l'antithèse de cette rigueur. Étoile des suprêmes, elle s'apprêtait à lancer sa carrière solo, devenant une icône glamour, une figure de proue de Motown et une confidente proche de Berry Gordy. Officiellement, c'est Gordy qui découvre les Jackson 5 grâce à une vidéo envoyée par Bobby Taylor, chanteur et producteur. Mais Michael, avec l'imagination d'un enfant et une dévotion naissante, préférait une autre version, celle où Diana Ross elle-même les avait repérés lors d'une performance. Ce récit, bien que romancé pour les besoins promotionnels de Motown, devint sa vérité personnelle. Le label, flairant l'opportunité, intitula le premier album des Jackson 5 Diana Ross présent The Jackson 5, capitalisant sur la renommée de Diana. Pour Michael, ce n'était pas qu'une stratégie marketing. Diana ne se contentait pas de le présenter au monde, elle lui offrait une visibilité, une légitimité, un refuge dans un univers où il se sentait souvent invisible, éclipsé par les attentes écrasantes de sa famille et de l'industrie. Leur lien s'est forgé avec une rapidité presque magnétique. Lorsque les Jackson 5 s'installent à Los Angeles, Michael, encore enfant, passe des heures chez Diana dans sa maison des Hollywood Hills, un oasis loin des studios bruyants et des répétitions interminables. Ces visites n'étaient pas de simples échappées. Michael observait, absorbait, apprenait. Diana n'était pas seulement une mentor, elle était un modèle vivant de ce qu'il aspirait à devenir. Il étudiait son perfectionnisme, sa manière de répéter chaque pas de danse avec une précision obsessionnelle, sa capacité à répondre aux interviews avec une élégance désarmante, son contrôle des lumières et des angles sur scène. Plus tard, il confiera qu'elle lui avait appris à sourire face à la caméra, à occuper l'espace d'une scène avec assurance, et surtout, à incarner une star. Pour un garçon poussé sous les projecteurs par un père autoritaire, Diana était une présence apaisante, une figure qui combinait force et douceur. En 1971, à 13 ans, Michael lance sa carrière solo tout en restant avec les Jackson 5. Sa première prestation télévisée en solo n'a pas lieu dans une émission des Jackson, mais dans Diana, l'émission spéciale de Diana Ross à la télévision. Il y chante Got to Be There, dansant avec une assurance impressionnante pour son âge. Ce que le public ne voyait pas, c'était le travail en coulisses. Diana, avec une patience maternelle, le guidait, le préparait, le rassurait. Lors d'une interview cette année-là, elle décrivit Michael comme un fils ou un frère. « Il m'admire tellement, disait-elle, alors j'essaie d'être un bon exemple. » La presse adorait cette image, une diva confiante guidant un jeune prodige timide vers la gloire. Mais pour Michael, ce lien allait bien au-delà de l'admiration. Son attachement devenait plus intense, presque obsessionnel.
Il mémorisait ses gestes, sa façon de parler, de rire, d'incliner la tête sur scène. Son frère Jermaine confiera plus tard que Michael vénérait Diana, la voyant non seulement comme une figure maternelle ou fraternelle, mais comme quelque chose de plus profond, une muse, une idéalisation. Pour le public, ils étaient comme une grande sœur et un petit frère. Mais pour ceux qui connaissaient Michael intimement, il y avait une affection qui dépassait les mots, une émotion qu'il portait dans ses silences et ses regards. À cette époque, leur relation restait discrète, presque sacrée. Il n'y avait ni scandale ni ragot, juste une connexion constante entre deux artistes, l'une au sommet de sa carrière, l'autre à l'aube de la sienne. Pour ceux qui ont vécu les années 70, cette époque évoque la magie de Motown, où des chansons comme Baby Love ou ABC étaient des hymnes d'espoir, de joie et de résilience. Nous comprenons ce que Diana représentait pour Michael, un symbole de succès, de grâce et une ancre dans un monde souvent hostile. En 1978, Michael, alors âgé de 20 ans, décroche le rôle de l'épouvantail dans The Wiz, une réinterprétation afro-américaine du Magicien d'Oz produite par Motown et Universal. Diana y incarne Dorothy. Ce film marque un tournant pour Michael, son premier grand rôle au cinéma, une chance de s'émanciper de l'image d'enfant star des Jackson 5 et d'explorer une nouvelle facette de son talent. Mais au-delà de l'opportunité professionnelle, il y avait une motivation plus personnelle, travailler aux côtés de Diana, la femme qui avait façonné son idée de la célébrité. Pour la première fois, ils partagent une routine quotidienne pendant des mois. Le tournage, à New York, devient une parenthèse dans leur vie. Contre toute attente, Michael loue un appartement plutôt qu'un hôtel, et Diana choisit de s'y installer avec lui. Pas de manager, pas de caméra, pas d'entourage, juste eux deux. Ce qui se passe dans cet appartement reste un mystère. Ni Michael ni Diana n'en parleront jamais publiquement, respectant un pacte tacite de silence. Mais sur le plateau, leur complicité est évidente. Ils arrivent ensemble, partagent leur repas, s'engagent dans de longues conversations après les prises. Diana l'appelle « bébé », un surnom intime qui surprend l'équipe. Michael, habituellement timide et réservé, semble plus détendu, plus authentique en sa présence. Les membres de l'équipe commencent à murmurer. Maquilleurs, techniciens, assistants, beaucoup soupçonnent une relation qui dépasse le cadre professionnel. Pourtant, rien n'est ostentatoire. Leur intimité est discrète, presque sacrée, comme s'ils protégeaient un espace que le monde extérieur ne pouvait comprendre. Pour Michael, cette période est cruciale. À 20 ans, il n'est plus un enfant, mais pas encore tout à fait un homme. Il cherche à se définir en tant qu'artiste solo, à échapper à l'ombre des Jackson 5 et à la pression constante de son père. Diana, qui a déjà parcouru ce chemin, devient son ancre. Elle l'écoute, partage ses idées, l'aide à peaufiner les démos de ce qui deviendra Off the Wall, son premier album solo emblématique, sorti en 1979 et produit par Quincy Jones. Ces moments ne sont pas des réunions formelles, ce sont des instants de vulnérabilité, où Michael s'ouvre à elle comme à personne d'autre. Il partage avec elle des maquettes inédites, des paroles brutes, des mélodies encore inachevées. Diana, avec son instinct aiguisé, lui offre des conseils, affine ses idées, l'encourage à explorer sa créativité. Selon un assistant de production de l'époque, ces échanges étaient marqués par une tendresse rare. Michael, souvent nerveux face au monde, semblait apaisé, comme s'il avait trouvé en Diana une confidente capable de comprendre ses doutes et ses ambitions. Pour ceux qui ont vécu les années 70, cette période évoque un mélange de liberté et de fragilité. Les stars comme Michael et Diana portaient le poids de leur célébrité tout en cherchant des connexions humaines authentiques. Leur lien, bien que privé, reflétait cette quête d'intimité dans un monde qui les observait constamment. The Wiz, bien que considéré comme un échec commercial à l'époque, fut un tournant pour Michael. Il y rencontra Quincy Jones, qui deviendrait son collaborateur clé, et renforça son lien avec Diana, qui restait sa boussole artistique et émotionnelle. En 1982, Michael est sur le point de devenir une icône mondiale avec Thriller, l'album qui redéfinira la musique pop, pulvérisera les records de vente et fera de lui une légende culturelle. Produit par Quincy Jones, Thriller n'était pas seulement un album, c'était un phénomène qui a transformé l'industrie musicale, intégrant des clips vidéo révolutionnaires comme Billy Jean et Beat It qui ont redéfini le storytelling visuel. Mais malgré ce succès planétaire, Michael reste hanté par une vérité personnelle, une émotion qu'il porte en silence depuis des années. Lors d'une interview pour Ebony, un magazine emblématique pour la communauté afro-américaine, un journaliste lui pose une question anodine. « Qui est la femme idéale pour vous ?» Sans hésiter, Michael répond « C'est Diana Ross. Je l'aime. »
Il ajoute qu'il l'épouserait s'il le pouvait. À 24 ans, Michael est sérieux, presque solennel, son regard fixé sur l'enregistreur. Diana, alors âgée de 38 ans, est mère de 3 enfants et a déjà divorcé 2 fois. Ces mots, crus et sincères, surprennent. La presse s'empare de la déclaration, certains y voyant une admiration juvénile, d'autres une stratégie médiatique pour attirer l'attention. Mais pour ceux qui connaissent Michael, c'est un aveu courageux, un cri du cœur qui l'a retenu pendant plus d'une décennie. Diana, fidèle à son habitude, reste silencieuse. Elle ne confirme ni ne dément. Son silence, comme toujours, parle plus fort que les mots. La presse, curieusement, ne la pousse pas à s'expliquer, comme si ce moment était trop fragile pour être disséqué. En coulisses, les proches de Michael confirment ce que beaucoup soupçonnaient. Jermaine Jackson révèle que Michael aimait Diana depuis ses 9 ans, allant jusqu'à la considérer comme sa « petite amie » dans son monde intérieur. Il devenait jaloux lorsqu'elle apparaissait avec d'autres hommes, un sentiment qu'il ne cachait pas à sa famille, bien qu'il le gardât loin des projecteurs. Selon des amis proches, Michael vivait dans un paradoxe. Il était une superstar montante, mais son cœur restait ancré dans une admiration presque enfantine pour Diana, mêlée de désirs qu'il ne savait comment exprimer. Puis, en 1985, Diana annonce ses fiançailles avec Arne NS Jr. Un magnate norvégien du transport maritime. Leur mariage, célébré lors d'une cérémonie intime en Suisse, marque un tournant. Michael n'est pas invité. Il n'envoie ni cadeau ni message de félicitations. Lorsqu'on lui demande pourquoi, il répond avec une honnêteté brutale, « J'étais jaloux. J'ai toujours aimé Diana Ross, et je l'aimerai toujours. » Ces mots, prononcés avec une douleur contenue, révèlent une facette rare de Michael, un homme vulnérable, loin de l'image de superstar invincible que le monde voyait. Dans les semaines qui suivent, Michael se replie sur lui-même. Ses proches notent un changement subtil mais profond, il annule des séances en studio, évite les interviews, se retire des projecteurs, un contraste saisissant pour un homme qui vivait sous leur éclat constant. Pour ceux d'entre nous qui ont vécu des amours non partagés, ce moment résonne profondément. À 40 ans et plus, nous savons ce que c'est que de porter un amour impossible, de sentir son cœur se serrer en silence face à une réalité qu'on ne peut changer. Michael, au sommet de sa gloire, traverse cette douleur discrète, celle d'aimer quelqu'un qui ne peut ou ne veut pas répondre de la même manière. Ce n'était pas un scandale, pas un drame public, mais une blessure intime, celle d'un jeune homme confronté à la prise de conscience que la femme qu'il idéalisait, qu'il avait peut-être attendue, appartenait désormais à un autre point et la musique de Michael a toujours été un miroir de son âme, un espace où il pouvait exprimer ce qu'il taisait ailleurs. En 1987, il sort Dirty Diana, un titre brûlant de tension, de désir et de frustration. Le choix du prénom, Diana, n'est pas anodin. Bien que Michael insiste sur le fait que la chanson parle d'une femme fictive, une groupie manipulatrice qui séduit les stars, le timing intrigue. Le copyright du morceau est déposé le jour exact du mariage de Diana Ross avec Arne NS Jr. Pour Jermaine et d'autres proches, Dirty Diana n'est pas une accusation contre Diana, mais une expression codée de sa douleur, une frustration face à une perte qu'il ne peut nommer. La chanson, avec ses guitares électriques et son énergie brute, contraste avec la douceur de ses premiers travaux, révélant une facette plus sombre de Michael. 4 ans plus tard, en 1991, il sort Remember the Time, une chanson radicalement différente, douce, nostalgique, presque tendre. Le clip, situé dans un palais égyptien ancien, montre Michael tentant de séduire une reine inaccessible, interprétée par Iman. Les paroles, empreintes de regret, posent une question simple. Te souviens-tu? Selon Jermaine et plusieurs collaborateurs, cette chanson est un hommage discret à Diana, un souvenir d'un amour qui n'a jamais pu s'épanouir pleinement. Ces deux chansons, opposées dans leur ton l'une ardente et tourmentée, l'autre mélancolique et tendre, pointent vers la même femme. Pour Michael, la musique devient le seul espace où il peut exprimer cet amour interdit, un refuge où ses émotions peuvent exister sans crainte de jugement. Pour ceux qui ont grandi avec la musique des années 80 et 90, ces chansons sont plus que des tubes. Elles sont des capsules temporelles, des échos de nos propres joies et chagrins. Thriller, Bad, Dangerous, ces albums ont accompagné nos vies, nos amours, nos ruptures. Ils nous rappellent comment les artistes comme Michael transformaient leur lutte personnelle en art universel, touchant des millions de cœurs, y compris les nôtres. En 2002, Michael met à jour son testament. Parmi les clauses juridiques, un détail frappe. Si sa mère, Catherine, ne peut s'occuper de ses enfants, c'est à Diana Ross qu'il confie leur garde. Pas à un ami proche, pas à un frère,
pas même à Debbie Rowe, la mère de 2 de ses enfants. Ce choix révèle la profondeur de sa confiance en Diana. Elle n'a jamais trahi ses secrets, jamais utilisé leurs liens pour attirer l'attention des médias. Pour Michael, elle restait une figure sacrée, une constante dans une vie marquée par le chaos, les controverses et l'isolement croissant. Après sa mort tragique en 2009, Diana publie une déclaration sobre : « Je n'arrive pas à arrêter de pleurer. Mon cœur souffre. Je prie pour ses enfants et sa famille. » Elle ne s'exprime pas davantage, fidèle à son silence. Elle n'assiste pas aux funérailles, évitant les caméras et les spéculations. Mais un autre détail émerge plus tard, rapporté par des employés du ranch de Neverland, la résidence de Michael. Dans une pièce privée, non accessible au public, Michael conservait des photos de Diana. Certains l'appelaient « la salle Diana ». Ce n'était pas un sanctuaire au sens religieux, mais un espace intime, un lieu où il pouvait se replonger dans les souvenirs d'une vie qu'il n'avait jamais pu vivre pleinement. Selon un ancien employé, cette pièce était un refuge où Michael, souvent submergé par la pression de sa célébrité, pouvait retrouver une forme de paix, entouré d'images de la femme qui avait marqué son cœur dès l'enfance. En 2025, à l'âge de 81 ans, Diana Ross s'ouvre enfin, non pas à la presse avide de scoop, mais dans une conversation intime avec sa famille, autour d'une tasse de thé, dans la quiétude d'un après-midi. « Michael m'aimait », dit-elle, d'une façon qu'on ne peut pas facilement nommer. Sa voix, calme et posée, porte le poids de décennies de silence. Lorsqu'on lui demande si elle l'a aimé en retour, elle marque une pause, baisse les yeux, puis répond « J'ai eu une immense tendresse pour Michael, avec tout ce qu'une personne peut donner à une autre. Mais l'aimer comme il m'aimait ? Je ne vais pas mentir là-dessus. » Ces mots, simples et honnêtes, confirment ce que beaucoup soupçonnaient. Leur lien était réel, profond, mais jamais destiné à devenir une romance classique. Diana, consciente de l'intensité des sentiments de Michael, avait choisi la distance pour le protéger, pour préserver l'équilibre fragile entre admiration et affection. « Il m'a donné un type d'amour que je n'étais pas sûre de pouvoir porter », ajoute-t-elle, révélant la complexité de leur relation. Elle savait que répondre pleinement à cet amour aurait pu bouleverser Michael, déjà fragile face aux pressions de sa vie. En choisissant le silence, elle lui offrait une forme de respect, une façon de préserver ce qu'ils avaient partagé sans le soumettre au regard du monde. Pour nous, qui regardons cette histoire avec le recul de l'âge, elle nous rappelle que l'amour prend parfois des formes inattendues, qu'il peut exister dans les silences, les chansons, les regards échangés. Ce n'était pas une histoire de tabloïd, pas un scandale orchestré pour les gros titres, mais un lien tissé de respect, de vulnérabilité et de moments partagés loin des caméras. De leur première rencontre en 1969, lorsque Michael, âgé de 9 ans, découvrait une Diana au sommet de sa gloire, à leur cohabitation intime pendant The Wiz, des confessions publiques de Michael aux chansons codées comme Dirty Diana et Remember the Time, du testament où il confiait ses enfants à Diana à la salle secrète de Neverland, leur histoire est celle d'un amour qui n'avait pas besoin d'être nommé pour être réel. Elle nous parle de ce que signifie aimer sans posséder, admirer sans exiger, et garder précieusement un lien malgré les années et les distances. Pour ceux d'entre nous qui ont dansé sur Billy Jean, pleuré sur You Are Not Alone, ou rêvé au son de Stop. In the Name of Love, cette histoire est un rappel de la puissance de la musique et des connexions humaines. Michael et Diana, chacun à leur manière, ont façonné une époque, et leur lien, bien que jamais pleinement révélé de leur vivant, continue d'inspirer. Que pensez-vous de cette histoire ? Croyez-vous que Michael Jackson a vraiment aimé Diana Ross, ou était-ce une admiration complexe, mêlée de gratitude, de fascination et d'une quête d'idéal ? Partagez vos pensées, vos souvenirs de cette époque, les concerts, les vinyles, les moments où leur musique a accompagné vos vies. Si ce récit vous a touché, continuez à explorer les histoires vraies qui ont marqué nos cœurs et nos mémoires.